Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie qui touche les enfants, c'est ce qu'on appelle la bronchiolite. Alors, la bronchiolite, c'est une maladie qui est appelée aussi la bronchioalvéolite des nourrissons. La bronchioalvéolite des nourrissons. Il s'agit d'un syndrome qui touche dans 80% des cas l'enfant de moins de 2 ans, ça veut dire 24 mois, avec un pic de fréquence entre 2 et 10 mois. Il s'agit d'une maladie qui est bénigne, malgré les complications qui peuvent arriver et malgré les symptômes qui sont impressionnants, comme par exemple la toux, comme la fièvre, comme le sifflement et parfois même la détresse respiratoire. Malgré tout ça, la bronchiolite reste une maladie qui est bénigne. Alors, la bronchiolite arrive le plus souvent suite à une infection virale et cette infection provoque une inflammation des voies respiratoires et cette inflammation se manifeste par un rétrécissement qui empêche l'air d'entrer et de sortir des poumons. Et dans les cas qui sont sévères, on peut trouver une hypoxémie. En ce qui concerne le traitement, normalement, la bronchiolite peut se traiter spontanément. Après presque 7 jours, 8 jours, 10 jours maximum, elle peut se traiter spontanément et sans complications. Et dans ce cas, le traitement consiste essentiellement à traiter les symptômes. Donc là, on parle d'un traitement qui est comment? Qui est symptomatique. Un traitement symptomatique. Par exemple, un médicament antipyrétique contre la fièvre, il peut être prescrit lorsque la température le justifie. Par exemple, en cas d'une surinfection bactérienne, le médecin traitant prescrit un antibiotique. Et en cas d'un encombrement bronchique qui est important, le bébé doit suivre des séances de la kinésithérapie respiratoire pour désobstruer les voies respiratoires qui sont encombrées par les sécrétions. Et le traitement kinésithérapique, c'est le traitement le plus efficace et le plus important dans ce cas. Alors, lorsqu'on reçoit un bébé qui présente une bronchiolite, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la morphologie du nourrisson se diffère par rapport à celle de l'adulte. Et le système respiratoire du nourrisson est différent par rapport à celui de l'adulte. D'accord? Le système respiratoire du nourrisson présente des particularités anatomiques et physiologiques que le rendent vulnérable à l'obstruction bronchique. Donc, il faut être prudent. Et avant d'entamer les séances de la kinésithérapie respiratoire, il faut d'abord examiner l'enfant. On fait un bilan global pour être au courant de la situation clinique. Et ce bilan commence par l'anamnèse, l'interrogatoire avec les parents. On doit noter l'âge. Plus l'enfant est jeune et de petit poids, plus le risque de la détresse respiratoire est élevé. Le risque de la détresse respiratoire est aussi le risque de la déshydratation. Et presque avant l'âge de 6 semaines, 6 semaines ça veut dire 1 mois et demi, la respiration se fait essentiellement par le nez, par les fosses nasales. Donc, l'enfant n'arrive pas encore à respirer par la bouche. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est l'âge. La deuxième chose, ce sont les antécédents. Il faut noter tous les antécédents qui peuvent entraver notre prise en charge, comme par exemple la trachéomalacie, les troubles de la coagulation, le reflux gastro-œsophagien, etc. Et aussi, il faut noter le nombre d'épisodes
en cas d'une récidive. Et normalement, à partir de 3 épisodes, et à partir de 3 récidives, on peut parler d'un asthme. D'accord? Quoi d'autre? La troisième chose, c'est quoi? C'est l'alimentation. Pourquoi l'alimentation? Tout simplement parce que, en cas d'une bronchiolite, l'enfant peut présenter des difficultés alimentaires, ce qui augmente le risque de la déshydratation et aussi le risque de la perte du poids. Et concernant la perte du poids, normalement, une perte du poids qui est supérieure à 5% compte parmi les critères d'une nouvelle évaluation médicale. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on remarque que l'enfant commence à perdre son poids, on doit le contrôler. À chaque fois, on doit contrôler le poids. Et lorsqu'il va dépasser 5% de son poids total, on doit l'orienter automatiquement vers un pédiatre pour une nouvelle évaluation médicale. D'accord? Et bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être derrière la perte de poids, comme par exemple la diarrhée, les vomissements, etc. Donc, généralement, lors de l'interrogatoire, on doit noter toutes ces informations. Quoi d'autre? Après l'anamnèse, on passe au bilan respiratoire. On fait un bilan respiratoire à travers lequel on cherche s'il y a des complications et des symptômes qui peuvent entraver les séances de la kinésithérapie respiratoire, parce qu'il y a des symptômes et des complications qui sont considérés comme des signes d'alarme. Ce sont des contre-indications de la kinésithérapie respiratoire, comme par exemple la fièvre. Donc on doit évaluer la température. Une température qui est supérieure à 39 degrés peut créer des problèmes, parce qu'à partir de 39 degrés, il y a un risque de convulsion au cours de la séance. Et aussi, il faut évaluer la fréquence respiratoire. Une fréquence respiratoire qui est perturbée peut créer des problèmes aussi. Normalement, au-dessus de 60 cycles par minute, ou bien au-dessous de 20 cycles par minute, automatiquement, on doit adresser l'enfant aux urgences. D'accord? Quoi d'autre? Il y a aussi l'apnée, ça veut dire l'arrêt respiratoire. Si les apnées sont supérieures à 10 secondes, on doit adresser l'enfant aux urgences. D'accord? Et aussi, dans le bilan respiratoire, on doit vérifier l'état de la peau et la coloration de la peau. Ça, c'est très important parce que la couleur qui est ici annosée, c'est un signe de l'hypoxémie. L'hypoxémie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le manque d'oxygène dans le sang. D'accord? Normalement, la cyanose périvécale ou bien au niveau des extrémités apparaît plus tardivement. Donc, avant d'entamer les séances de la kinésithérapie respiratoire, il convient en premier lieu de mesurer la saturation en oxygène. Si on trouve une saturation qui est inférieure à 94%, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas toucher l'enfant. C'est une urgence médicale. Il doit être hospitalisé le plus rapidement possible. D'accord? Quoi d'autre? Et aussi, on doit chercher ce qu'on appelle les signes de Leach. Vous connaissez les signes de Leach. Ce sont des manifestations cliniques de la détresse respiratoire. On fait appel au score de Silverman. Le score de Silverman, c'est un score qui se base sur la cotation des signes de Leach, une cotation entre 0 et 2 en fonction de leur présence, et cela nous permet d'évaluer la détresse respiratoire et de préciser le degré de la sévérité de la détresse respiratoire chez le nourrisson. Alors, brièvement, concernant les signes de Leach, on a le tirage intercostal,
les espaces entre les côtes se creusent lors de l'inspiration. C'est ce qu'on appelle le tirage intercostal. On a l'entonnoir xiphoïdien. L'entonnoir xiphoïdien, c'est une déformation de la cage thoracique, tout simplement. On a les battements des ailes du nez. Les battements des ailes du nez, ça veut dire une dilatation des narines lors de l'inspiration. Et on a aussi ce qu'on appelle le balancement thoraco-abdominal. Le balancement thoraco-abdominal, ou bien ce qu'on appelle aussi la respiration paradoxale. La respiration paradoxale, c'est une respiration qui est anormale. C'est une respiration qui est pathologique. Parce que normalement, lorsqu'on parle de la norme, lorsqu'on parle de la physiologie, le ventre se gonfle lors de l'inspiration et rentre lors de l'expiration. Donc ça, c'est la norme. Alors, lorsqu'on parle de la respiration paradoxale, bien ce qu'on appelle le balancement thoraco-abdominal, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire le ventre se gonfle lors de l'expiration et rentre lors de l'inspiration. D'accord? Donc, généralement, en cas d'une présence de ces signes, ou bien de l'un de ces signes, il est recommandé de s'abstenir de pratiquer la kinésithérapie respiratoire. Et on doit orienter l'enfant vers un pédiatre, ou bien on doit l'adresser directement aux urgences. Donc, je récapitule, on a la fièvre, une température qui est supérieure à 39 degrés peut être la cause d'une crise convulsive au cours de la séance. On a une fréquence respiratoire qui est perturbée, soit supérieure à 60 cycles par minute ou bien inférieure à 20 cycles par minute. On a l'apnée qui est supérieure à 10 secondes. On a aussi la cyanose péribicale, bien la cyanose au niveau des extrémités, qui peut être la conséquence d'un manque d'oxygène, ce qu'on appelle l'hypoxémie, sans oublier bien sûr les signes de Lys que j'ai déjà expliqués tout à l'heure. Alors, maintenant, je pose la question, qu'est-ce qu'on fait face à un bébé qui souffre de la bronchiolite et il ne présente pas de contre-indications? Donc, tout est normal. Alors, brièvement, bien sûr, il y a des techniques manuelles et des techniques instrumentales. Là, je parle des techniques de la kinésithérapie respiratoire. Et dans ce cas, il y avait des conférences et des recherches qui ont confirmé l'utilité et la validité et l'efficacité de certaines techniques et l'invalidité d'autres techniques et d'autres manœuvres. Alors, brièvement, on a le clapping, les vibrations et le drainage postural. Ces trois techniques sont déconseillées. Elles sont absolument contre-indiquées parce qu'elles sont nuisibles. Elles peuvent laisser des répercussions péjoratives sur la santé de l'enfant. Par contre, les techniques qui sont recommandées, qui sont autorisées, sont les techniques de la modulation des flux expiratoires, comme par exemple l'AFE, l'accélération des flux expiratoires, mais ce qu'on appelle aussi l'expiration lente prolongée. On a aussi la deuxième technique, c'est ce qu'on appelle la désobstruction rhinopharyngée. La désobstruction rhinopharyngée, c'est une technique de mouchage qui consiste à introduire un liquide physiologique dans les narines, comme par exemple un sérum physiologique, pour décrocher le mucus qui encombre les voies respiratoires. Et la troisième technique qui est recommandée, c'est quoi? C'est la toux provoquée. Donc, on a les techniques de la modulation des flux expiratoires, comme par exemple l'AFE. L'AFE, c'est une technique qui permet de mobiliser le mucus et de le transférer vers les voies
supérieur. Et après, on doit provoquer la toux par le pouce. On doit appliquer une légère pression par le pouce sur la fourchette sternale pour provoquer la toux. Et finalement, en cas d'une hospitalisation, l'aspiration rhinopharyngée invasive peut être autorisée dans certains cas.